faudrait écarter les documents directs en rapport avec le sujet extraterrestre. Par documents directs, j'entends vidéos, photos et autres témoignages. Ils sont déjà amplement diffusés et débattus. Dans cette vidéo, nous reverrons le sujet avec une autre approche afin d'apporter l'éclairage d'un contrepoint différent. Un observateur qui publie un document montrant un ovni supposé vont peut se méprendre en confondant avec un phénomène banal, ce qui discrédite à chaque fois que c'est le cas la part des documents en montrant de véritables. Car en toute logique, un observateur du ciel a des chances d'observer un objet de vent autant qu'il a de chances de prendre un phénomène banal pour un d'entre eux. Un document montrant une prétendue vent peut s'avérer être un canular, un faux produit dans le but de monter une farce, de désinformer, de faire best-seller ou de battre un record de vues sur le net. Un document vent supposé être extraterrestre peut être authentique, mais étouffé au sein d'une foule de faux documents, il perd sa substance. Les documents ovnis n'apprennent pas grand-chose de ce qui est important, et c'est pour toutes ces raisons qu'ils doivent être écartés jusqu'à la certitude de leur nature. Terminologie. Qu'entend-on exactement par extraterrestre? Bien des choses selon les cas. Un manque d'unilatéralité dû à beaucoup de théories dans ce domaine vierge, comme celle qui avance l'idée que la vie sur Terre aurait été amenée par météorite. Car dans un tel cas, la vie humaine sur Terre est extraterrestre, et le terme extraterrestre perd son sens. Pour illustrer l'ambiguïté du terme extraterrestre, voyons encore deux cas qui utilisent cette terminologie. Premier autre cas. Un spationaute qui évolue hors de la Terre peut être qualifié d'extraterrestre, le temps de sa mission au moins, puisque extra signifie à l'extérieur et que l'astronaute est bien à l'extérieur de la Terre. Deuxième autre cas. Quand on parle d'extraterrestre, on imagine immédiatement un être humanoïde avec des capacités hors du commun ou encore quelque chose de très technologique. Pourtant, s'il existe quelque part hors de la Terre une algue ou un microbe, ils peuvent être appelés extraterrestres eux aussi. Pour écarter une part du flou, le terme vont, qui signifie vie d'origine non terrestre, remplacera le terme ET, c'est-à-dire une vie qui a vu le jour à un autre endroit que sur la Terre, ce qui recouvre mieux ce que voudrait définir le terme extraterrestre. Question. N'ayant en notre possession aucun élément absolument fiable, la question de l'existence de vent reste de manière générale en suspens malgré une fumée très épaisse. Essayons d'y répondre à nouveau sans attendre d'avoir nécessairement un astronef sous la main pour nous prononcer. Nous procéderons à cette tentative par les moyens indirects, ce qui semble être un bon moyen alternatif de traiter la question. Avant de commencer l'énumération des éléments indirects qui peuvent répondre à la question « Existe-t-il une forme de vie supérieure ou égale à l'humain autre part que sur Terre ?», accordons-nous sur quelques vérités simples. Vérité. L'humain est au bout de l'immense chaîne alimentaire. Il doit consommer du vivant pour vivre. Il est fatalement dépendant de sa chaîne alimentaire. Il est apparu sur Terre après les végétaux, comme tous ceux qui se nourrissent d'oxygène, et après les insectes qui nourrissent beaucoup d'animaux. Il faut donc du végétal pour le végétarien et du végétarien pour le carnivore. Chaque nouvelle espèce se construit sur celle qui la précède. Chaque nouvelle espèce est plus sophistiquée donc. De cette suite de vérités simples et naturelles, on peut extrapoler et considérer qu'une vont, au moins égale à l'homme, en sophistication, est sujette aux mêmes conditions. On peut dire aussi que pour qu'une vie sophistiquée puisse apparaître et perdurer, il faut une chaîne alimentaire complète, et ce qu'il faut pour qu'elle soit. Cette chaîne alimentaire commence par les plus infimes formes de vie, que sont amibes, unicellulaires, bactéries ou extrémophiles. C'est donc avec ces derniers que nous commencerons. Voici un autre élément qui permet de dire qu'un être sophistiqué dépend nécessairement d'une chaîne alimentaire faite d'êtres moins sophistiqués, dans lesquels il occupe tout aussi nécessairement les dernières places. Cet élément est le besoin d'intégrer les matières vivantes, besoin que les plantes n'ont pas. L'humain est obligé à la mobilité, pas les végétaux.
L'humain doit cultiver, piéger, observer, expérimenter, construire, ce qui génère l'organe psychique, pas les végétaux. Les humains doivent se maintenir à une température, pas les végétaux. L'humain est donc consécutif des plantes. Il y a d'autres produits identiques issus de cette comparaison, mais la preuve est faite au-delà de ce pont jeté rapidement que l'être sophistiqué dernier dépend de l'être simple premier. Donc, un être sophistiqué mobile doué d'un cerveau dépend d'un être immobile dénué de cet organe. Fin et début d'une chaîne alimentaire sont reliés avec simplicité et sophistication. Voilà pourquoi nous commencerons par parler des micro-organismes plus anciens encore que les végétaux. Les conditions dans lesquelles ils vivent détermineront les conditions minimales de leur apparition, et par là ensuite la quantité des endroits où la vie est possible. Les extrémophiles sont principalement des micro-organismes qui vivent dans les conditions les plus difficiles. Des êtres aux caractéristiques d'existence extraordinaires et qui pourraient inspirer la meilleure science-fiction. Les lithophages, littéralement mangeurs de pierre, qui vivent à près d'1 kilomètre sous la surface dans une profonde obscurité. Dans les roches minérales chaudes et radioactives, ces bactéries utilisent la désintégration radioactive de l'uranium pour leurs besoins énergétiques, tout en exploitant au mieux les quantités infimes de carbone à leur disposition. Bacillus infernus a été isolé à 2700 mètres sous la surface du sol. Pyrolobus fumari, isolé de cheminées hydrothermales sous-marines, se multiplie encore à 113 degrés. GFAJ1, bacille halophile, tolère l'arsenic, et ce ne sont là que quelques exemples de ces êtres impressionnants. Retenons l'essentiel. La vie peut apparaître à plusieurs kilomètres sous la surface du sol. À plus de 12 000 mètres dans les fosses abyssales, elle peut résister à au moins 120 degrés et, dans l'autre sens, jusqu'au gel. Elle résiste à la radioactivité, elle se passe de lumière, se nourrit de pierres, d'acide et de bien d'autres choses toutes aussi surprenantes. Ce n'est pas tout, car ces extrémophiles possèdent une capacité qui couronne toutes les autres. On a fait apparaître cette capacité lors d'expériences menées dans l'espace. On a pris un échantillon d'extrémophiles et on a simplement soumis aux pires conditions qui soient, celles du vide spatial. Puis, après un temps d'exposition, on a ramené l'échantillon dans un environnement plus humain. C'est alors qu'on s'est aperçu que les extrémophiles n'usurpent pas leur appellation, car au moment de leur retour en conditions normales, ils sont progressivement sortis de l'état végétatif dans lequel ils se mettent en cas de conditions défavorables et ont repris leurs activités. Ces micro-organismes à l'origine de la vie sont donc capables de vivre dans les conditions les plus extrêmes et peuvent même survivre à un séjour dans l'espace. Quand on se demande si une forme de vie semblable à l'humain existe autre part que sur Terre, un argument contestataire revient souvent: la place spécifique que la Terre occupe au sein de son système solaire. Cette idée, qui a longtemps prévalu, dit que les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre sont uniques et qu'elles n'ont aucune chance de pouvoir être réunies à nouveau. La distance au Soleil de la Terre, le bouclier magnétique dont elle bénéficie, la taille, le fait qu'elle possède un satellite, etc. Nous allons décortiquer cet argument, car il est déterminant, aussi déterminant que la recherche de vie dans notre bon vieux système solaire. Et au vu des capacités des extrémophiles, il est très probable qu'à l'avenir nous trouvions un autre endroit que la Terre dans le système solaire avec de la vie. Ce qui tairait définitivement l'hypothèse selon laquelle la vie ne peut apparaître qu'à un endroit dans l'univers, étant donné son gigantisme.